on va voir les blocs, etc. C'est super. Voilà. Par contre, on n'est pas dans un musée à l'hôpital. Et donc, aller sur le terrain, c'est pas aller regarder comment ça se passe une opération, c'est comprendre comment fonctionne son hôpital. Et donc, pour ça, il faut mener des projets. Ça, c'est quoi ? C'est un manque de vision. Et pourtant, on manque pas de visionnaires. Et à quel moment on n'a pas su les écouter, je sais pas. C'est une administration qui ne ferme pas. Souvent, on l'oublie. L'hôpital, c'est 24/24, 7/7, tous les jours de l'année, tout le temps. À aucun moment, la porte de l'hôpital est fermée. Bienvenue sur Ambition Publique, le podcast qui donne la parole à des jeunes fonctionnaires pour transmettre leur ambition pour la chose publique. En revenant d'abord sur leur parcours scolaire, on essaie de comprendre le cheminement pour devenir fonctionnaire. Ensuite, on se concentre sur leur poste et sur leurs missions actuelles dans le service public. Enfin, des conseils très personnels sont donnés pour réussir les concours. Aujourd'hui, c'est au tour de Lucila Modebelu, 33 ans, directrice d'hôpital déjà dans 3 structures différentes, de revenir sur son parcours. On y aborde les interactions entre le corps administratif et le corps médical, la culture spécifique de la fonction publique hospitalière et la place du management quand on est cadre de direction. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner et à noter le podcast si vous aimez la démarche et le contenu. Bonne écoute. Bonjour Lucila. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ton parcours perso, scolaire, professionnel, de tous les conseils que tu peux donner à nos auditeurs et de nous transmettre cette dimension, cette culture hospitalière. Lucila, tu es née le 15 septembre 1989 à Montauban et tu as débuté le post-bac en 2009 avec une première année de médecine à Montpellier. Tu as loupé, tu as refait une deuxième année et si tu as eu sage-femme, tu as arrêté ton parcours pour aller toujours à l'université de Montpellier mais en administration, économie et sociale. Donc tu as totalement switché de parcours. Donc tu sors diplômé en 2012 d'une licence. Et là, tu traverses toute la France pour aller à l'université de Rennes et suivre un master droit public, droit de la santé pendant 3 ans. Donc tu sors diplômé en 2015. 3 ans parce que d'abord, tu fais ton M1, M2 et en même temps que ton M2, tu réalises un stage de 10 mois en tant que chargé de mission au sein de l'Agence régionale de santé de Bretagne. Et à ce moment-là, dès ton M2, tu prépares le concours de directrice d'hôpital que tu obtiens en 2016 avec une petite année de décalage. Tu y suis une formation de 2 ans, avec quelques stages réalisés, on y reviendra dans la deuxième partie de ce podcast. Et ton premier poste de sortie, tu es directrice en charge du secteur médico-social au centre hospitalier de Nancy pendant 2 ans. Ensuite, tu es directrice des affaires financières, 2 ans au centre hospitalier de Millau, avant d'être directrice des affaires matérielles, 1 an. Enfin, récemment, tu es devenue directrice du site Louise Michel au CHU de Clermont-Ferrand depuis 2023. Ça fait beaucoup de postes en si peu d'années. Et à côté de ça, tu as aussi des engagements assez forts en tant que bénévole au sein de Fonction publique 21, Fonction publique du XXIe siècle, en tant que vice-présidente, d'abord 3 ans, puis présidente de 2 ans jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tout ça est correct ? Oui, tout à fait, avec un petit bémol sur la première année de médecine, où effectivement, j'ai atteint le classement sage-femme au bout de la 2e fois, à 6 mois, au premier semestre. J'aurais pu continuer jusqu'au second semestre et m'en prévaloir, mais j'ai arrêté avant. Et puis, sur le HESP, à peu de choses près, c'est ça, oui. Ok, merci pour ces précisions, mais c'est vrai que c'est important de parler de médecine, puisque tu as un cursus vraiment orienté médico-social. Oui. Et donc, je me demandais... à quel moment de ta vie, est-ce que c'est au cours de tes études, est-ce que c'est bien avant, tu as voulu intégrer ce milieu ? Raconte-moi un petit peu ce moment déclencheur. Alors sur médecine, le moment déclencheur, j'y ai réfléchi plusieurs fois, notamment pour préparer les oraux des concours de la HESP. J'avais 9-10 ans et je suis tombée sur un magazine de Sciences et Vie qui parlait du cœur, de l'organe du cœur, et c'est là où j'ai voulu être chirurgienne cardiovasculaire, un peu comme dans un livre, c'était le Flash. Et puis 2 ans plus tard, j'ai déclaré un diabète de type 1 à 11 ans et je me suis retrouvée à l'hôpital. Et j'ai été un peu scandalisée par les personnels soignants. En fait, j'ai été touchée par le fait que je me suis sentie un peu complètement délaissée. Mais c'était vraiment un sentiment d'enfant. Je voyais les soignants courir partout, crier dans le couloir. Et je me suis dit dans ma tête, non mais en fait, quand je serai grande, je vais travailler dans l'hôpital pour pouvoir offrir aux personnels soignants des conditions qui font qu'ils pourront s'occuper de moi, quoi. Donc tu avais déjà un peu ce prisme administratif où tu t'es dit, voilà, il manque peut-être un pilote dans l'avion, c'était un petit peu extrême, mais en tout cas, il faut un meilleur management à 11-12 ans, quoi. C'est exactement ça. Et donc après, ça explique aussi finalement le dilemme entre médecine et la fac d'administration économique et sociale.
parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti aussi il y a quelques années quand j'étais jeune. Et donc là, tu traverses toute la France. Pour ce master à Rennes, c'est vraiment celui-là que tu veux? Ou t'en avais d'autres que tu voulais et t'as choisi en fait? Alors en fait, mon critère de choix, ça a été de trouver toujours les meilleurs, les meilleurs dans la discipline que je souhaitais. Et j'ai identifié à Rennes le master de droit public parce qu'il y avait une option droit hospitalier avec Madame Marie-Laure Monquet-Angers qui était une prof de droit. Elle n'est pas la seule, mais reconnue pour son cours de droit hospitalier. Et donc, juste pour ça, j'y suis allée. Paris, ça t'intéressait pas? T'es pas passé par Paris dans ton parcours? C'est quelque chose que moi, typiquement, sur les invités que j'ai souvent, il y a limite un passage obligé à Paris. Pour nos auditeurs, peut-être qu'on peut aussi les rassurer et leur dire qu'on peut tout à fait réussir sans passer par Paris. Comment toi, t'as vu ce monstre qui est la capitale? Si Paris, ça m'a toujours intéressée. J'ai toujours eu des liens réguliers avec Paris pour diverses choses à titre personnel, professionnel, amical, familial. J'ai d'abord mis l'accent sur une personne. Comme je te dis, pour Rennes, j'ai voulu aller avec le professeur Monquet-Angers pour faire un mémoire avec elle parce que je savais qu'elle était forte en droit hospitalier. Et sur Paris, j'ai voulu à un moment rejoindre le master de Paris-Dauphine à l'époque sur l'économie de la santé. Parce que j'ai toujours voulu faire de l'économie et à un moment, je me suis posé la question. Alors c'est marrant car tu dis que tu as toujours voulu faire de l'économie. Est-ce que c'est de l'économie appliquée à la santé? Parce qu'au début, tu veux être chirurgienne, puis après, tu te rends compte que médecine, c'est peut-être pas exactement ce que tu veux, et tu dévies sur une approche fonctionnaire. Quel est ton rapport à la fonction publique? Alors à cette époque, mon rapport avec la fonction publique, c'est surtout l'hôpital public. Je n'ai pas une grande réflexion sur ce qu'est la fonction publique, mais par contre, j'ai une idée en tête, c'est l'hôpital public. Et je relie ça très tôt au système économique. Et ça va se confirmer au fur et à mesure que j'approche le domaine de la santé, que je fais des stages dans la santé et que je comprends un peu le système hospitalier qui finalement, qui est un système social à part entière et sociétal à part entière. L'aspect économique des choses est très important et on le voit dans les débats actuels aussi sur la santé. Et cette expérience à l'Agence régionale de santé, du coup, c'est pas exactement hôpital. Est-ce que c'est un stage que tu as trouvé facilement, difficilement? Est-ce que tu aurais préféré peut-être investir directement à l'hôpital au cours de ton Master 2? Comment ça s'est passé et à quel point ça a pu t'aider pour le concours de directrice d'hôpital? Alors, sur le stage en ARS, ça a été une intuition. Donc, jusqu'à la fin de ma scolarité à la HESP, j'ai fonctionné par des intuitions au fur et à mesure, d'où le parcours un peu discontinu. Et donc, quand je suis arrivée en Master 2 droit, qui était très droit, en fait, de droit, etc., droit public, droit de la santé aussi en Master 2, l'ARS est venue comme une évidence, Bretagne, sans que je sache exactement pourquoi, sauf l'aspect stratégique et territorial de la santé qu'on n'abordait pas en droit et qui me semblait important pour préparer les concours. Est-ce que tu as un exemple de mission importante qu'on t'a confiée? Parce que tu fais quand même un stage de 10 mois, tu es chargé de mission, donc je suppose auprès du directeur. Comment ça s'est passé ce stage? Alors j'étais auprès d'une directrice de pôle, pas auprès du directeur général directement, qui était directrice d'hôpital, qui avait fait un détachement, un détour par l'ARS avant de retourner en hôpital, ce qui se fait fréquemment. Et une mission phare pendant ce mois, ça a été de mener une enquête sur les établissements publics de la région, sur leur taux de recours à l'intérim médical, qui entraîne des surcoûts très importants, puisque pour pallier le déficit de médecins dans les hôpitaux, on recourt à des médecins intérimaires qu'on paye 3-4 fois plus. La loi RIST récemment a encadré le recours à l'intérim. Et donc c'était de faire une étude et de valoriser, d'objectiver le coût que ça pouvait représenter sur la région, qui s'élève à plusieurs millions d'euros, et les marges de manœuvre et d'efficience qu'on peut avoir par rapport à ça. C'est quelque chose qui peut être une réponse aux déserts médicaux, c'est ça, de valoriser des missions ponctuelles pour des médecins en intérim? C'est comme dans tout autre secteur, c'est que lorsque l'on n'a pas la main-d'œuvre, entre guillemets, pour parler simple, on va recourir à des cabinets de recrutement qui vont trouver la ressource humaine moyennant un prix beaucoup plus important que la moyenne d'embauche. Et donc ça, c'est une grosse mission que tu as et qui te permet vraiment de te forger un regard concret, pratique quand tu es en Master 2, parce qu'au final, tu avais eu une approche un peu éloignée, hormis ton passage à l'hôpital quand tu étais très jeune. Ça te permet vraiment de mettre les mains dans le cambouis
Et c'est un élément structurant de motivation pour passer les concours? Alors les concours, ça a toujours été quelque chose qui a été en moi, puisque j'ai commencé par médecine, donc c'est pas ça qui a fait que je voulais passer les concours. Il y a 2 éléments structurants. Je vais revenir sur la médecine rapidement, puisque j'ai fait un stage, j'ai pu faire un stage avec un chirurgien orthopédique de 3 jours, que j'ai suivi dans une clinique, dans la salle d'opération, etc. Et donc ça a été la 2e fois où j'étais à l'hôpital, après mon passage plus jeune, et qui m'a déjà montré beaucoup de choses. Suivre un chirurgien, c'est rare. Et donc ça a été très enrichissant. Et l'ARS Bretagne m'a apporté plus une vision stratégique de la santé politique. Il m'a surtout ouvert les portes à des relations et des rencontres que je n'aurais pas pu faire sans ce stage. Élément très important du métier de directeur d'hôpital et de tous les métiers de dirigeant, l'aspect relationnel, qui est souvent un aspect qui va sans dire, mais qui va mieux en le disant, parce que c'est déterminant dans nos métiers d'avoir un réseau de collègues, de pairs sur qui on peut compter et de qui on peut s'entourer surtout. J'en conclus que c'est d'abord travailler dans le social, puis après travailler en tant que fonctionnaire, qui a vraiment été ta boussole. Tu as des engagements aussi à côté, associatifs assez forts, 3 ans vice-président, puis maintenant président depuis plus de 2 ans, à fonction publique du XXIe siècle. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que c'est quand même une association que je pense que nos auditeurs aimeront découvrir et peut-être même intégrer. Alors l'engagement associatif, tout comme le désir de rentrer dans le milieu de la santé, ça a été de longue date, puisque j'ai été engagée jeune, donc avant ma majorité, dans des associations de patients. Donc je suis même partie à l'étranger, au niveau européen, etc. Et puis ensuite, j'ai fait aussi un passage dans l'engagement plus politique, partisan. Et puis j'ai fait un passage effectivement à RP21 en 2017, lorsque j'étais à l'EHESP. C'est Annick Girardin, la ministre de l'Action publique à l'époque, a lancé cette association sur le modèle d'une association québécoise. Voilà, j'ai été là, dans ce mouvement un peu par hasard, je dois l'avouer, puisqu'un collègue directeur d'hôpital, élève directeur d'hôpital aussi, m'a appelé à un moment. Il m'a dit, bon voilà, on cherche quelqu'un, une secrétaire, est-ce que ça t'intéresse? Et je suis arrivée comme ça. Donc on cherche une secrétaire générale dans cette association. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus le concept, son objet social? Alors l'objet social de RP21, c'est en 3 axes. C'est de favoriser le décloisonnement de la fonction publique, puisqu'elle rassemble tous les jeunes de moins de 35 ans de tout versant confondu, État, hospitalier, territorial, fonction publique parlementaire, et tout ce qui est agent public assimilé, ordre judiciaire, les forces armées, etc. Donc de favoriser le brassage entre tous ces versants, tous ces métiers. C'est aussi de promouvoir les métiers du secteur public et de les rendre visibles. Aujourd'hui, on parle d'attractivité et c'est réellement ça. Et enfin, c'est de pouvoir permettre aux jeunes agents de participer à la construction de la fonction publique de demain, puisque partant du principe que toutes les réformes en lien avec la fonction publique et l'action publique ne peuvent pas se faire sans ceux qui vont les appliquer demain. Donc on peut dire que vous avez un petit peu l'oreille du ministre sur les sujets fonction publique qui touchent les jeunes. Est-ce que tu peux nous parler du mode de travail que vous avez avec les pouvoirs publics? Donc on se définit comme une association semi-professionnelle. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas dans une association qui défend un corps ou un métier en particulier. Pour autant, ce qui nous réunit, c'est la profession. C'est parce qu'on est jeune agent public, l'âge évidemment, et une certaine vision dont l'axe principal et l'angle d'attaque est quand même l'innovation publique, l'innovation managériale, l'innovation sociale. Ça, c'est notre angle d'attaque des sujets, si je peux m'exprimer ainsi. Et notre façon de travailler avec l'administration, c'est concrètement... Alors, on a un fond de pensée, on a un pôle réflexion, on travaille les sujets d'actualité, les sujets dont les membres ont envie de parler. On fait des notes, mais sauf qu'on a des valeurs aussi qui sont la coopération, l'entraide et surtout l'action concrète, et on souhaite incarner ces valeurs et ne pas attendre une sorte de grand-messe pour incarner ce que l'on défend. Et donc le moyen qu'on a trouvé, c'est de travailler directement avec les administrations et par le biais du partenariat ou de la convention, et parfois ça va un peu plus loin aussi, en proposant une expertise certes associative, certes citoyenne, mais avant tout celle de jeunes agents publics et de jeunes fonctionnaires qui ont des compétences.
Et donc, sur des sujets novateurs comme par exemple l'innovation managériale ou encore le recours à des techniques d'innovation sociale, je pense notamment à un récent projet là, qui va sortir dans les mois qui arrivent sur l'innovation sociale en santé, où on a travaillé avec l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé, où on a travaillé étroitement maintenant ça va bientôt faire un an, sur l'élaboration d'un guide pratique à destination des hôpitaux et des EHPAD publics ou privés, sur comment je fais pour mettre en place un projet d'innovation sociale dans mon établissement. Qu'est-ce que c'est l'innovation sociale ? Est-ce que c'est l'innovation qui touche le droit du travail, le droit des agents ? Comment tu définis ça ? Alors, l'innovation sociale, c'est surtout un processus, un procédé, une méthodologie pour arriver à répondre à un besoin qui est aujourd'hui mal satisfait par les politiques publiques en place ou par l'offre en place ou par l'organisation, le système ou l'écosystème en place. Un exemple très simple d'innovation sociale, c'est je suis un établissement public, une collectivité, j'ai besoin de me fournir en baguette de pain pour mon self ou pour faire tourner mon service de restauration. Plutôt que d'aller aller sur une centrale d'achat, prendre des baguettes qui arrivent de l'autre bout de la France, je vais peut-être regarder autour de moi dans mon écosystème et puis travailler avec un acteur local qui en plus embauche des personnes en réinsertion dans l'emploi pour faire ces baguettes de pain. Et puis voilà, c'est convoquer d'une autre manière les acteurs du territoire et savoir contourner les barrières pour répondre à un besoin qui aujourd'hui est mal satisfait. C'est plus une logique RSE, plus qu'en fait une logique interne. Exactement. Et ça demande de dépasser des frontières, souvent déjà de juridiques, financières, mais aussi culturelles, beaucoup, et d'avoir un angle d'attaque et un angle d'approche qui soit totalement différent, notamment aussi sur les façons de mesurer les projets, de mesurer la rentabilité, de suivre effectivement si on va dans le bon sens. Ça demande aussi de savoir naviguer dans un écosystème, créer de la relation et dépasser parfois des frontières qui sont très compliquées à faire tomber. Et pourtant, ça répond au besoin d'avoir un monde plus durable, un écosystème qui soit respectueux de la planète, des autres, etc. Fort de ces éléments et de tes expériences, quelle ambition aujourd'hui tu portes pour la fonction publique ? Pour la fonction publique, j'espère qu'on ira vers une fonction publique qui soit beaucoup plus ambitieuse qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est-à-dire qui assume ses objectifs de réussite. Vouloir réussir, c'est pas un gros mot. Vouloir être excellent dans ce que l'on fait, souvent on parle de qualité de service rendu. Et pour moi, ça revient aussi à chercher l'excellence. Ce n'est pas non plus un gros mot. C'est pas une rigueur qui serait complètement, on va dire, décourageante pour ceux qui ne s'en sentent pas les capacités. C'est au contraire accompagner tous les volontaires pour développer leur potentiel et leurs aspirations au maximum de ce qu'ils peuvent donner, pour qu'ils puissent chacun puisse y trouver sa place. Pour moi, c'est ça une fonction publique ambitieuse. Et est-ce que tu penses qu'elle s'est donné les moyens sur ces dernières années d'évoluer dans ce sens-là ? Et je pense que FP21 y contribue, bien sûr, mais est-ce que tu penses qu'on est sur la bonne voie ? Alors, est-ce qu'on est sur la bonne voie ? Ça peut dépendre de quel endroit on regarde. Mais je pense que par contre, pour retourner sur la bonne voie, c'est de développer une capacité de vision que je pense que la fonction publique, parfois par manque de temps, par contrainte, je critique pas, à laisser de côté. Et ce qui explique que, par exemple, on se fasse submerger aujourd'hui par des situations, quand on voit l'hôpital, la crise à l'hôpital, la crise écologique, la sobriété énergétique, par exemple. C'est-à-dire que, alors que certaines entreprises ou certains autres organismes ont déjà pris les mesures il y a 20 ans ou 30 ans qui aujourd'hui sont d'actualité, ça, c'est quoi ? C'est un manque de vision. Et pourtant, on manque pas de visionnaires. Et à quel moment on n'a pas su les écouter ? Je sais pas. Une belle question ouverte à laquelle peut-être certains de nos auditeurs pourront répondre. J'aimerais finir cette partie par une question que j'aime bien poser sur une œuvre, une pièce, un film, une personne qui a pu être signifiant pour toi dans ta construction de ton parcours pour devenir fonctionnaire. Deux noms qui me viennent spontanément, c'est pour le coup ce ne sont pas des livres ou des bouquins de droit public, c'est plutôt deux noms de danseurs étoiles, Pietra Gala et Nicolas Blanc, qui m'ont accompagné pendant mon adolescence, puisque j'ai fait beaucoup de danse classique, 10 ans de danse classique quand j'étais jeune, de 5 à 16 ans, et puis j'ai repris il y a quelques années, et c'est ce qui m'a permis de garder toujours la passion de faire ce qu'on aime. Parce que tu as vu justement des passionnés de danse effectivement qui se donnaient à fond,
Ça t'a donné envie en tout cas de persévérer dans un milieu qui te correspondait vraiment, et donc à toi de le trouver, bien sûr, et donc tu l'as trouvé. C'était vraiment ça, en fait, ton approche. Exactement, parce que lorsque l'on se concentre sur cet aspect-là, on lâche prise un peu sur l'objectif. Peu importe finalement si on y arrive ou non, ce qui compte, c'est l'attention et la discipline qu'on met à investir les choses qu'on aime. C'est sur cette belle note d'amour qu'on finit cette partie, et on va passer tranquillement à la partie 2 sur le contenu de tes posts. Lucia, partie 2 sur tes posts, j'aimerais d'abord qu'on fasse une petite introduction sur le concours de directeur d'hôpital, sa formation, le choix des postes à l'issue de cette école, et ensuite on parlera plus précisément des missions que tu as pu réaliser. Le HESP, donc l'école des hautes études en santé publique qui forme les directeurs de la fonction publique hospitalière, a la particularité peut-être que c'est pas une particularité, mais en tout cas, lorsque l'on rentre à cette école, après avoir passé le concours de directeur, en sortie d'école, au bout de 24 mois de formation, on est recruté par son employeur. Donc ça fait plusieurs années, plusieurs dizaines d'années maintenant, il me semble, qu'il n'y a plus de classement de sortie, comme là, c'est en train d'être aussi supprimé avec l'ENA, l'INSP. L'hospitalière, ça fait un moment que c'est le cas. Donc lorsque l'on rentre à l'école, on est certain d'avoir un poste à la sortie, contrairement à certaines filières de la fonction publique territoriale, certains concours en tout cas. Le HESP, on est sûr d'avoir un poste. Par contre, on ne sait pas lequel, puisqu'on a une liste réservée aux élèves directeurs qui sort et sur laquelle on doit postuler. Une liste, par exemple, si vous êtes, imaginons, 80, il y a 85 postes, ou il y en a beaucoup plus, et vraiment, vous avez l'avantage du choix. Alors, de mémoire, il y en a quand même plus. Beaucoup plus, peut-être pas. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais il y en a de toute façon plus. Ok, et sur le concours, c'est 4 épreuves, c'est ça 4 épreuves écrites, 4 épreuves orales. Est-ce que tu peux vite fait nous dresser un panorama ? Oui. Je précisais la question de sortie des postes et du processus de recrutement parce que ça dénote l'aspect managérial très très important que cette fonction recouvre, directeur d'hôpital, alors que lorsque l'on passe le concours et quand même dans une partie de la scolarité, parfois on peut avoir du mal à appréhender cette fonction de management qui est pourtant majoritaire, et majoritaire aussi par rapport à des concours de même catégorie à la fonction publique d'État, puisqu'il est rare que dans la fonction publique d'État, lorsque l'on sort de l'ENA ou de l'INSP maintenant, il est rare de se retrouver en situation de management aussi importante que quand on est directeur d'hôpital. Et sur les concours, donc 4 épreuves écrites, sauf si ça a changé depuis donc une disserte de culture générale, une épreuve au choix entre l'économie, le droit et les mathématiques, et puis 2 épreuves de juridique ou finances publiques au choix aussi. Et la note de synthèse aussi. Et la note de synthèse. Parce que c'est ça, note de synthèse, culture G, 2 épreuves techniques. Ok. Et après, oui, exact. Donc je me suis trompée. Non, mais c'est pas grave. Donc c'est note de synthèse. Parmi ces 4 épreuves, la plus celle qui va ressembler, je trouve en tout cas, et le recul le plus à notre métier, c'est la note de synthèse. Pas forcément dans tous les postes occupés, ça dépend, voilà, mais en grande majorité, on aura à faire des notes de synthèse, en tout cas à faire appel à un esprit de synthèse extrêmement développé pour pouvoir soit proposer une décision à son directeur général, soit pour pouvoir soi-même prendre une décision. Ça, on y reviendra sur un petit peu les conseils que tu peux donner peut-être sur la note de synthèse, effectivement, c'est important, surtout si tu juges que c'est vraiment l'épreuve phare, ou du moins l'épreuve qui se rapproche le plus de ton métier. Et sur les épreuves orales, est-ce que tu peux nous refaire un petit panorama et après on switch très vite sur la formation ? Alors il y a la fameuse épreuve du grand oral qui à mon sens mériterait aussi d'être revue comme l'INSP a pu le faire sur comment y ajouter finalement une situation de management, clairement, et puis de façon peut-être un peu moins académique que le grand jury. Tu vas nous attirer des problèmes avec l'école si tu donnes ton avis sur les épreuves. Ils vont nous dire attention. Je pense que l'école est la première au courant de ces biais. À l'heure des charges, c'est compliqué de faire bouger un système en profondeur, donc voilà. Je pense que je m'en sors comme ça du coup. Mais donc après il y a le grand oral, ensuite il y a donc une épreuve technique sur une matière juridique.
ou économie. Moi, j'avais choisi droit hospitalier et protection sociale aussi. C'était soit l'une, soit l'autre à l'écrit. Voilà, bon. En tout cas, moi, j'étais restée sur de la santé à chaque fois, dès que je pouvais. Ensuite, il y a une épreuve de langue qui est d'un bon niveau. On pourrait penser que l'anglais, etc., pas du tout. Moi, j'ai trouvé que le niveau était élevé. Et là, clairement, les élèves qui ont pu sur une scolarité avec un départ à l'étranger et qui ont acquis un niveau quasiment d'anglais courant sont largement favorisés. Et c'est ce qui, à mon sens, faut pour réussir cette épreuve. Puis après, il y a les épreuves facultatives, notamment le sport. Alors, je ne sais pas si ça existe encore. Et puis, une autre épreuve au choix facultatif. Donc là, on y voit un petit peu plus clair quand même sur comment on intègre cette école des hautes études de la santé publique. Et sur ta formation, tu as dit que c'était 24 mois, donc il y a un temps théorique, un temps de pratique. Est-ce que tu peux nous redonner vite fait les ordres de grandeur, ou du moins ceux que tu avais toi à l'époque quand tu as passé ce concours en 2016? Il me semble que la HESP a beaucoup évolué ces derniers temps, notamment depuis la crise Covid, avec l'instauration d'heures de cours en distanciel, puisque j'ai toujours du lien avec l'école, notamment sur les nouvelles promotions d'élèves directeurs qui arrivent. J'ai toujours, pas le fait du hasard, hein, des collègues ou des connaissances qui sont à l'école et qui me donnent des nouvelles par ce biais. Donc l'instauration d'heures en distanciel. Et puis moi, un ratio qui, de mémoire... sur 24 mois, on est plutôt sur du moitié-moitié, moitié stage, moitié cours. C'est ce que j'avais en tête. Très bien, mais en même temps, tu es sorti en 2018 et depuis tu t'es focus à fond sur tes postes. Et donc on va d'abord parler de ce premier poste que tu as eu, directrice en charge du secteur médico-social. À quoi ça correspond? Est-ce que tu peux nous resituer peut-être un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un centre hospitalier régional universitaire? C'était à Nancy pendant 2 ans un peu plus. Comment tu peux nous aider à comprendre cette organisation territoriale, ce positionnement qu'un directeur d'hôpital a, qu'on attend d'un directeur d'hôpital sorti de formation? Alors, sur les centres hospitaliers universitaires ou centres hospitaliers régionaux et universitaires, ce sont les plus gros centres hospitaliers qui existent en France. Ils sont au nombre de 29 ou 30. Et il y en a un par région, normalement, ou 2 par région, par ancienne région. Et ce sont les centres qui vont assurer les missions de soins, évidemment, mais aussi de recours et d'expertise qu'aucun autre centre hospitalier ne pourra assurer. Le recours à l'expertise du soin de pointe sur un territoire, c'est au CHU qu'on va la trouver, et qui assure une valence aussi qui est capitale, qui est l'université et la formation des professionnels de santé, et puis l'aspect recherche clinique, innovation en santé, où le CHU va être la tête de pont, clairement. Et donc les directeurs et les directrices générales de CHRU sont nommés par décret du président de la République, et donc ce sont les seuls postes de chef d'établissements dans l'hospitalière qui sont nommés par décret du président. Ça montre un petit peu le poids effectivement de ces postes. C'est des postes de fin de carrière, un petit peu 50 ans plus, et un cursus honorum bien sûr d'avoir accompli avant. Dans ces centres-là, vous êtes combien de directeurs d'hôpitaux et combien ça touche un peu en termes d'usagers et combien vous avez d'agents, enfin voilà, qu'on se rende un petit peu compte de cette grande machine qu'est la santé? Alors, des CHU que je connais, donc j'en connais 2, parce que, donc, le CHU de Nancy, dans lequel j'ai commencé, et puis là, très récemment, le CHU de Clermont-Ferrand que je viens de rejoindre. Donc, sur le CHU de Nancy, on était un peu plus de 30 directeurs. Il me semble, de mémoire, qu'il y avait entre 6 et 9 000 salariés, agents publics. On est aux alentours, en général, entre 5 et 10 000 salariés, 5 000 salariés pour les CHU, on va dire les plus petits, et puis ensuite 100 000 salariés pour les CHU les plus grands. 100 000, ça me paraît énorme. Alors 100 000, du coup, c'est l'exception des CHU, c'est la PHP. Voilà, qui est le CHU d'Île-de-France, dans lequel je n'ai jamais travaillé, mais dont je connais les chiffres, parce qu'ils ont une excellente communication. Voilà. Donc voilà, c'est 38 hôpitaux sur l'Île-de-France. Il me semble que c'est l'un des premiers hôpitaux d'Europe aussi en termes de taille. Donc c'est 100 000 agents publics, 300 directeurs à peu près, et puis 8 millions de patients par an. Ok, ça donne un petit peu le tournis ce genre de chiffres. Si on peut revenir sur Nancy, toi tu commences en tant que directrice en charge du secteur médico-social, donc il y a combien de directions un peu dans ce centre et combien tu as d'agents toi sous ta responsabilité en termes de mission, voilà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus ce genre de détails?
Combien de directions? Donc, c'est comme toute autre administration, sur un CHU, et notamment aussi, vous allez trouver la direction des ressources humaines, la direction des finances, la direction des achats et de la logistique, la direction des travaux, la direction des services techniques, la direction, alors j'espère que j'en oublie pas, de la communication, la direction de cabinet. Souvent, les CHU ont des directions de cabinet pour le DG. Et donc, dans ces directions-là, notamment sur la DRH, sur les ressources humaines et sur les finances, il y a souvent 2, voire 3 directeurs. Donc, c'est ce qui fait aussi que le nombre de directeurs monte vite. Personnellement, moi, quand j'ai commencé, j'étais rattachée à la direction de la coopération, des coopérations territoriales, qui était en fait un pôle, le pôle coopération territoriale, très proche du pôle stratégie. Le pôle stratégie à Nancy, il y avait de mémoire 1, 2, 3, 4 directeurs au pôle stratégie, et au pôle coopération, on était 2 au CHU, plus les directeurs qui étaient ce qu'on appelle délégués sur des centres hospitaliers de proximité, mais qui étaient rattachés au CHU. Et qui sont des chefs d'établissement. Tout à fait. Ok, et donc toi, ton premier poste, directrice en charge du secteur médico-social, c'est plus une approche métier, c'est plus une approche politique publique qu'une approche support, comme un poste juridique, financier, RH. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un dossier qui illustre ton action, en fait, ton approche métier ? Donc, c'est une direction qui est nouvelle, qui était nouvelle à l'époque. Maintenant, de plus en plus de CHU sont dans cette dynamique de coopération territoriale élargie, puisque ça concerne des patients, en fait, les patients qui sont issus, qui ont des handicaps, qui sont des patients très vulnérables, par exemple, quand on pense à la population migrante ou à la population sans abri, etc., et qui arrivent à l'hôpital, et notamment par le biais des urgences, et dont l'hôpital est aussi un centre de référence pour ces personnes-là. Et donc, il faut organiser les parcours parce que c'est une question de santé publique. Et quand on parle de santé publique, on ne parle pas juste d'un hôpital, on parle de comment les acteurs sur un territoire, la mairie, les collectivités, la préfecture, l'hôpital, la police, la gendarmerie, s'accordent pour qu'on préserve la santé publique, au sens premier du terme. Donc c'est ça que ça touche aussi mes missions à Nancy, en termes de politique publique de valeur. Et un exemple qui peut exprimer ce que recouvrait le poste en termes d'action, sans être trop technique, aujourd'hui les centres hospitaliers sont regroupés par territoire et par groupe. On n'est plus tout seul quand on est un hôpital. Donc souvent on est dans un groupement hospitalier de territoire qui donne, avec un établissement chef de file, donc en l'occurrence là, c'était le CHU. On a toute une comitologie des instances de gouvernance territoriale entre tous les hôpitaux qui sont dans le même groupement. Et donc moi, mon job, ça a été de créer dans cette comitologie de groupement, c'est vraiment un peu le même schéma que les grands groupes en fait. Voilà. Ça a été de créer, de faire une place à tous les établissements médico-sociaux et notamment aux établissements qui s'occupent des prises en charge des personnes en situation de handicap. Et donc de leur faire une place dans la gouvernance sanitaire du CHU et du territoire. Quand on parle de comitologie, c'est le rôle des experts, un petit peu l'organisation en conseil. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu ce point ? Quand je dis comitologie, c'est par exemple tout ce qui est instance. Par exemple, sur un CHU ou sur un hôpital, comme dans une autre administration, vous avez tout ce qui est comité d'hygiène. Alors maintenant, c'est le comité social, le CSE, qui remplace le CTE. Ce sont toute la gouvernance, le dialogue social, les comités de direction, les réunions qui vont permettre de mettre en place une politique concertée sur le territoire. Et dans le GHT, vous avez le comité stratégique des établissements qui se réunissent pour partager leur stratégie de prise en charge, etc. Et donc c'est très sanitaire. C'est entre les hôpitaux d'un territoire donné. Sauf que la santé publique, elle est plus large que seulement l'hôpital. Elle concerne aussi les médecins de ville, la préfecture, je vous dis, sur des prises en charge de populations qui sont éloignées du soin. Et donc faire rentrer les établissements médico-sociaux dans cette gouvernance-là, c'est aussi reconnaître que la prise en charge des personnes en matière de santé est plus large que l'hôpital. Et donc tu as totalement œuvré à ce genre d'inclusion ? Qui passe par formaliser des conventions, des partenariats. Donc c'est une approche, ça a été une approche de mon métier de directrice d'hôpital, ça a été une approche en premier poste, politique, stratégique. Sur ce poste-là, un petit peu stratégique, effectivement, est-ce que tu as eu une grosse relation avec le personnel soignant de l'hôpital, ou c'était vraiment plus par rapport aux différents acteurs, et tu laissais ce volet relation interne avec les soignants aux autres directeurs, aux autres agents ?
C'est exactement là le point de ce premier poste qui a fait aussi que j'ai fait une mobilité ensuite. C'est que, qui dit poste stratégique et surtout territorial, j'ai passé plus de temps à l'extérieur du CHU qu'à l'intérieur, puisque mon rôle c'était de fédérer autour du CHU les acteurs externes en lien avec les collectivités territoriales, la préfecture, les établissements médico-sociaux du territoire ou les autres établissements de santé aussi, sur des filières de patients. Et donc j'ai passé plus de temps dehors qu'à l'intérieur. J'ai eu quand même des relations avec les médecins, les chefs de service du CHU, mais j'étais beaucoup plus sur un aspect territorial et stratégique. Et ça t'a manqué? Ça a vraiment été le point que tu as identifié comme étant le point manquant, il te fallait que tu switches sur un poste, peut-être dans un établissement un petit peu de taille intermédiaire, de taille un peu plus faible, mais pour reprendre un contact avec les agents en interne? Exactement, parce que je crois que la stratégie, c'est comme les postes de directeur général ou, vous savez, ou de chef d'entreprise, il ne faut pas y aller trop tôt. Parce que je crois qu'on est un bon stratège quand on connaît parfaitement le terrain. Et on peut comprendre intellectuellement les choses sans pour autant arriver à cerner là où la carte est différente du territoire. Et pour arriver à cerner ça, moi, j'ai eu besoin de me confronter au territoire et donc de changer de poste et d'aller vers quelque chose de plus opérationnel. Est-ce qu'il y a un dialogue assez fréquent, assez constructif, ou est-ce que très vite il peut y avoir des points de blocage parce qu'on considère que l'administratif c'est pas celui qui soigne et celui qui soigne justement il est un petit peu embêté quand on lui explique qu'il y a moins de sous, enfin qu'il doit faire mieux avec autant ou qu'il doit faire autant avec moins d'argent? De mon point de vue, ce débat-là, c'est un débat aussi, pas que, mais aussi de posture. Et donc, c'est pas un débat réellement de fond dans le quotidien de mes missions. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque j'ai changé de poste, je suis allée à Millau, dans un établissement beaucoup plus petit. On était au complet sur 2 établissements, Millau et Saint-Afrique. Il y avait 2 hôpitaux MCO pas loin. On était 7 directeurs. MCO juste Oui, en médecine, chirurgie, obstétrique. Voilà, c'est pour dire, c'est pour un peu avoir une idée du plateau technique, c'est-à-dire de la taille de l'hôpital, parce qu'il y a des hôpitaux de proximité qui ne font pas de chirurgie, par exemple, et ça donne une idée du niveau de recours. Voilà. Et du coup, sur Millau, par exemple, j'ai compris que en fait ce débat-là était un débat de posture parce que ce qui compte c'est de savoir de quoi on parle et donc oui, c'est mieux quand les soignants comprennent ce que fait le directeur d'hôpital, par exemple, mais c'est surtout nécessaire que le directeur sache ce que fait ses agents, en fait, quels qu'ils soient, qu'on ait fait médecine ou non. Et donc, une fois qu'on arrive à comprendre exactement comment les organisations sont, ensuite, on est sur des débats de fond et d'opportunité. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais on n'est plus sur des débats de posture qui consisteraient à dire « Ah, mais les médecins, les soignants sont ceux qui soignent et puis les directeurs ne comprennent rien. » Non, parce que sur le terrain, quand je constate que quand on est directeur et qu'on connaît comment son hôpital fonctionne, on a plus de débats. Parce que c'est comme dans toute profession, lorsque vous parlez à quelqu'un et que vous savez que en fait, vous connaissez son métier et vice-versa, le débat, il se remet sur le projet, sur l'opportunité de faire plutôt ça ou plutôt ça, plus sur le fait de se connaître. Et pour ça, il faut aller sur le terrain. Dans un sens, je suis assez contente, en tout cas, d'accord avec l'évolution de la haute fonction publique là, dernièrement, qui est d'inciter très fortement les jeunes fonctionnaires, surtout à aller sur le terrain, parce qu'il n'y a pas d'autres moyens, en fait. Est-ce qu'un exemple d'aller sur le terrain, c'est, je sais pas, aller dans le bloc opératoire et de voir une opération, ou ça c'est vraiment cloisonné, on respecte le travail des médecins et on ne va pas jusque-là? Le terrain se limite à voir les conditions matérielles de pratique, mais pas tant les actes en eux-mêmes. Ça me fait penser au stage de découverte qu'il peut y avoir à l'EHESP, où on passe dans plusieurs services de soins, quand on est élève directeur, et puis on va voir les blocs, etc. C'est super. Voilà. Par contre, on n'est pas dans un musée à l'hôpital. Et donc, aller sur le terrain, c'est pas aller regarder comment ça se passe une opération, c'est comprendre comment fonctionne son hôpital. Et donc, pour ça, il faut mener des projets.
mener des projets avec les personnes qui font fonctionner l'hôpital. Plus on est proche de ces personnes, et plus l'acquisition de la connaissance des processus d'un hôpital et de comment ça fonctionne est rapide. En tout cas pour moi, voilà, peut-être qu'il y en a qui comprennent très rapidement, mais et donc lorsque on mène des projets sur le terrain, pour moi c'est ça. Le terrain, c'est pas aller, voilà, c'est pas visiter un musée, etc. J'ai besoin de revoir mon circuit de transport du linge ou de transport des repas. Et ben, je me déplace auprès du transporteur en fait, et je vois avec lui quel est son circuit exactement, quitte à monter dans le camion. Voilà, pour arriver à comprendre où sont les besoins, qu'est-ce qu'il faut changer. C'est ça le terrain pour moi. On reste sur une approche administrative, on reste sur une approche comment faire tourner la maison, l'hôpital, de manière la plus efficace possible et d'un point de vue administratif. Bon, je m'attendais un petit peu à ce genre de réponse, hein, mais voilà, une petite question un peu naïve où voilà, le directeur d'hôpital aurait envie de faire le tour un petit peu des popotes. Mais c'est au cours de la formation qu'on a ce temps-là. C'est plus facile d'ailleurs à faire puisqu'on est en formation dans un hôpital dont on n'aura pas de responsabilité par la suite. Donc c'est plus facile d'être vu comme un élève directeur d'hôpital, de découvrir, de poser tout ce genre de questions. Mais en termes de positionnement, derrière on prend un poste, c'est plus compliqué d'arriver et de vouloir refaire ce travail de tournée. Alors, t'es arrivé sur un poste donc support matériel en 2020. En 2020, c'est aussi la crise Covid. On est en direction d'hôpital. Je pense que l'impact du Covid a été assez important. C'est quoi ton ressenti un petit peu sur cette période de 3 ans ? Mon ressenti, c'est la gestion de crise. Je pense que je ne fais pas de scoop sur ça. Et donc, je suis arrivée et j'ai contribué à la gestion de crise, comme tous mes collègues et mes collaborateurs et tous les agents hospitaliers l'ont fait pendant ces années de Covid. Ça a été, pour moi, le ressenti. Je vais rester que sur le ressenti et pas sur des aspects de politique ou d'opportunité. C'est un ressenti il y a un avant, un après, et aujourd'hui, et ça a permis de mettre en lumière les dysfonctionnements, mais aussi les fonctionnements du système hospitalier, puisque en gestion de crise, deuxième poste pour moi, voilà, 2 ans d'expérience, j'arrive sur un hôpital avec des enjeux politiques assez forts. C'est un territoire où il y avait des gros projets. Enfin, déjà, on était sur un contexte intéressant en termes de challenge, on va dire. Et ensuite, Covid, 15 jours après, je n'avais pas passé de diplôme en gestion de crise. Et pourtant, on a réussi. Ok, donc c'est une mobilisation de tous les instants. Tu fais bien de le dire que c'est tous les collaborateurs, tous les agents qui ont travaillé, qui ont œuvré de concert. Mais en même temps, avant-après, ça veut dire que ça s'est calmé un petit peu au bout de 6 mois. Et est-ce que tu peux nous raconter peut-être un peu plus la charge de travail de manière générale ? Combien d'heures tu travailles par semaine ? Est-ce que c'est tabou ? Est-ce que tu es sur un 35 heures ? Mais en même temps, je te regarde en souriant parce que je pense que ce n'est pas le cas. Donc voilà, tu peux nous raconter un petit peu plus ton quotidien pur. Alors, sur le métier de directeur d'hôpital, je n'ai pas interrogé l'ensemble des personnes qui exercent ce métier. En revanche, celles et ceux que je connais partagent un même constat, c'est que nous sommes loin, très très loin des 35 heures. Alors, je ne donnerai pas trop de chiffres parce que je ne veux pas inciter à des taux horaires ou hebdomadaires qui ne sont pas justifiés ou qui ne sont pas souhaitables en fait. Pourquoi ? Il y a 2 raisons. Déjà, il y a beaucoup de travail à l'hôpital et c'est une administration qui ne ferme pas. Souvent, on l'oublie. L'hôpital, c'est 24/24, 7/7. Tous les jours de l'année, tout le temps. À aucun moment, la porte de l'hôpital est fermée. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Et donc forcément, même qu'on soit directeur, soignant, médecin, ça impacte sur notre charge de travail. Donc tu as des astreintes, ça veut dire que si vous êtes 3-4 directeurs sur un centre, vous avez un week-end sur 4. Oui, en fait, alors sur les directeurs, on est sur des astreintes à la semaine, sur des gardes, on appelle ça des gardes administratives. Et donc, selon le nombre de directeurs, effectivement, on tourne. Donc, il n'y a pas qu'un directeur de garde, il y a un directeur, un soignant, etc. Et donc, on a des gardes administratives régulièrement, jour et nuit, donc, et week-end. Mais c'est pour vous dire aussi, dans la façon, c'est une culture. L'hôpital ne ferme pas. Donc, déjà, il y a cette charge mentale qui existe pour le directeur. Et puis ensuite, il y a une façon aussi de fonctionner depuis historiquement qui amène à une complexité très importante et notamment administrative. Et puis ensuite, il y a toutes les pratiques de management qui, je pense, sont à transformer et à rénover partout, mais à l'hôpital encore plus. Mais donc tu ne nous diras pas combien d'heures tu fais
nos auditeurs vont potentiellement passer ce concours, se positionnent peut-être par rapport à d'autres concours. Peut-être que tu pourras nous parler aussi de ta rémunération de manière objective. La grille et à peu près ce qu'on peut attendre en termes de primes. Je pense que c'est des infos qui peuvent aussi aider nos auditeurs à se projeter. Alors, on va dire qu'en période calme, on est sur du 8h30 le matin jusqu'à 18h30 le soir. Et en période plutôt routinière, voire soutenue, on est plus... alors moi, j'arrive pas à 7h du matin au bureau, mais on va être plus sur du 8h30, 9h, 20h. Voilà, tous les jours. Il n'est pas rare qu'on ouvre son ordinateur le week-end. Voilà. Et après, je suis convaincue que ce n'est pas forcément... il y a beaucoup de marge d'efficacité à gagner sur le temps de travail d'un directeur d'hôpital. Moi, quand j'ai pris mon premier poste, clairement, c'était 9h, 20h. Le soir, on rentre chez soi, on continue ses mails. Le week-end, on bosse. Voilà, c'est beaucoup d'acquisitions en fait, à faire au départ. Je pense qu'on peut considérablement réduire ce temps de travail si on s'organise efficacement, sauf que dans un hôpital, on n'est pas seul. Et donc, on ne peut pas se dire, moi, je m'organise efficacement, je fais mes points de 30 minutes, je suis efficace dans ma tête et je vais très vite, donc du coup, je m'organise comme ça, donc je n'ai pas besoin de rester autant de temps de travail. Alors qu'en fait, quand on est manager, on travaille avec énormément de personnes. Et donc, si tout le monde n'est pas dans la même ligne que vous vous êtes autant efficace que vous voulez. Si les autres n'en sont pas là, ils n'en sont pas là. Le temps long, l'administration, qu'on retrouve dans tout versant, je pense. Le temps collectif aussi. Quand tu finis un dossier et que tu l'envoies à ton N+1 et que lui, en fait, il a 4 dossiers sur le feu et qu'il est déjà en train de traiter les 3 autres, ton dossier va passer dans 2 jours. Sauf que toi, si tu as une deadline à respecter, tu dois attendre et oui, c'est tout à fait compréhensible. Mais je pense que les autres administrations le partagent et c'est assez frustrant qu'on ne puisse pas aller aussi vite. Mais ça explique peut-être aussi d'un point de vue externe pour les usagers. Les transformations, ça prend du temps. Mais si on veut que ça réussisse, si on veut que tous les acteurs donnent leur avis et que le projet soit le plus abouti possible, il faut prendre ce temps. Et tu m'as pas répondu sur la rémunération. Est-ce que c'est quelque chose de toute façon, c'est quelque chose de public, donc Sur la rémunération, donc attention, il y a des grilles qui existent, qui sont formelles sur les corps et les grades de directeur d'hôpital, les échelons, la façon d'avancer. Donc ça, c'est la rémunération de base. Et après, il y a des éléments de rémunération variables, notamment, j'en citerai pas tous, mais notamment la prime liée à la résidence, puisque voilà, donc si soit on est logé par l'hôpital, soit on l'est pas, et si on l'est pas, on a une prime qui peut varier selon le territoire où on est et qui n'est pas non négligeable. Et puis ensuite la prime de fonction et de résultat, qui sont des primes aux résultats qu'on touche à la fin de l'année selon qu'on ait ou non atteint nos objectifs. Pareil, c'est pas un montant négligeable. Et la prime de fonction qui est liée notamment à la nature du poste occupé. Donc ça, ce sont des éléments variables. Pour vous donner un exemple très concret, à tous nos auditeurs qui nous écoutent, je peux donner mon salaire. Par exemple, dans mon ancien poste, puisque je viens juste de commencer le nouveau, je touchais directrice d'hôpital échelon 4. Là, je suis 5, mais échelon 4, j'étais à 3 700 € net par mois. Avec les primes derrière aussi, lycée sur l'année, c'est ça Ouais, tout compris. Après, il y a la prime de résultat en fin d'année, mais là, tout compris, c'était ça. Ouais. Merci pour tous ces éléments concrets. On va passer sur la partie 3 pour que tu puisses nous donner tous les conseils pour avoir cette approche sociale, cette approche hospitalière, afin de réussir ces fameux concours. Partie 3, sur les anecdotes, sur les conseils que tu peux donner à nos auditeurs qui nous écoutent pour le concours de directeur d'hôpital, mais aussi pour la prépa de manière générale. J'aimerais commencer par une anecdote que tu peux nous raconter, quelque chose que tu as vécu, que tu aurais aimé savoir en amont. Sur le premier poste en sortie d'école, je parle pour les profils externes. Donc ceux qui n'ont pas d'expérience pro avant, ou pas trop quoi. De ce que je peux en dire avec 5 ans de recul, c'est la posture. C'est-à-dire que la posture, c'est on sort directeur d'hôpital ou directeur de structure, peu importe. On ne sait pas tout en fait, par nature, puisqu'on est débutant. Pour autant, on va rentrer dans un milieu selon les postes, avec beaucoup de tension, de cristallisation et sur des sujets parfois très importants. Et donc, c'est de savoir se positionner en poser des questions. Poser des questions, être curieux, se mettre au service très rapidement et faire comprendre à l'interlocuteur que l'expertise, elle vient de lui.
Et donc ça, j'aurais aimé pas le savoir parce que c'était toujours le positionnement que j'ai essayé d'adopter, mais en tout cas avoir les outils pour le faire, que j'avais pas, en tout cas à titre personnel. Parce que l'école ne met pas à disposition, ne vous apprend pas une sorte de méthodologie, une sorte de regard. Je te vois sourire, donc je sais pas. Ce que l'école nous donne et nous apprend, et heureusement qu'elle le fait, c'est l'acculturation à ce que c'est que la fonction publique hospitalière. Et ça marche très bien, puisque même dans le parcours, après, on sent très bien ceux qui ont fait l'école et ceux qui ne l'ont pas fait. Et sont préjugés de la valeur des uns et des autres. Mais par contre, l'école nous sert à avoir l'ensemble des codes qui est nécessaire, nous sert à trouver l'information rapidement, nous sert à nous faire un réseau de professionnels de pair, d'entraide, et nous aide à comprendre, à avoir tout ce qui est nécessaire pour que la prise de poste se passe au mieux dans le milieu professionnel que l'on va intégrer. Pour autant, en pratique, c'est un métier de management. Et donc, le management, ça peut s'apprendre sur les bancs d'une école, mais ça se pratique surtout beaucoup. Et donc, les choses toutes bêtes comme animer une réunion, savoir poser des questions, savoir poser les bonnes questions pour avoir la bonne information en fonction de son objectif, avoir une fiche de poste établie, avoir des deadlines clairs, savoir comment on fait avec son chef, avec son sous-chef, avec le N+1, le N+2, savoir comment on fait avec ses collègues, comment on fait avec ses collaborateurs. Donc ça, ce sont des choses qui, à mon sens, devraient pouvoir être anticipées un peu avant d'arriver quand on est externe. Parce qu'en fait, tu décris le quotidien d'un directeur d'hôpital. C'est une question de positionnement de cadre A+, en plus d'administrateur. C'est le premier poste qui sert un peu de crash test, où tu vas être confronté dans le dur, faire beaucoup d'heures peut-être, des heures où tu vas peut-être perdre un peu, avec le temps, le recul, 10 ans plus tard, tu te diras mais ça je pouvais très bien le faire en 1 heure et je l'ai fait en 3 heures. Et toi d'ailleurs tu l'as bien vécu parce que sans doute tu étais dans un hôpital donc avec 30 directeurs, tu as trouvé des pairs de confiance, tu as trouvé des personnes qui sont passées par cette étape-là et qui t'ont accompagné un petit peu, ou tu as une sorte de mentorat implicite ou pas du tout? Alors je m'en suis sortie pour 2 choses, c'est que déjà le stage à l'école long, en hôpital, c'est très important de bien le choisir. Et en tout cas d'arriver à se retrouver avec un stage, parce que parfois la répartition des stages, je ne veux pas développer, mais il faut avoir un stage qui soit très formateur. Donc ça, c'est essentiel, parce que c'est là où on va pouvoir anticiper le maximum de choses. Et ne pas justement faire de son premier poste du crash test, parce que quand on est cadre A, comme tu dis, A+, et qu'on est sur des postes de direction, en fait, on n'a pas trop le droit à des crash tests en fait, malheureusement. Voilà. Et donc il faut anticiper le maximum de choses. Et ensuite, oui, j'ai eu la chance de tomber sur des supérieurs bienveillants et surtout inspirants, et surtout qui ont voulu me transmettre. J'ai aussi connu des difficultés comme nous tous, avec plus ou moins d'affinité, enfin des difficultés. On a tous des personnes avec qui on a plus ou moins d'affinité, mais en tout cas, moi j'ai toujours eu des supérieurs qui ont voulu me transmettre et m'accompagner dans le bon comme dans le moins bon. Et ça, j'estime que ça a été une chance. Peut-être que ça a été une quête de ma part et c'est pour ça que je l'ai trouvé. Après, je crois que c'est ce qui change tout. Est-ce que, de manière générale, les personnes changent souvent de poste et changent souvent de centre, ce qui fait que peut-être dans l'équipe des 30 personnes, toi au bout de 2 ans, tu as changé de poste, tu as changé de centre carrément. Est-ce qu'il y avait aussi une grande mobilité de la part de tes collègues ? Alors ça dépend des moments de carrière, ça dépend des moments de vie, ça dépend de comment on mène sa vie aussi, parce que après globalement la carrière de cadre dirigeant, en tout cas en hospitalier, et moi de comment je la conçois, c'est que pour évoluer en rémunération et aussi en fonction, on est fortement incité à être mobile. Après moi je suis particulièrement mobile. Voilà. Quand on a fait Montpellier, Rennes, puis après Nancy, je pense qu'on est particulièrement mobile et on connaît bien le territoire français. Ok, est-ce que tu peux nous donner peut-être un conseil, autant sur la forme que sur le fond, sur les concours? Comment on prépare ces années de concours? Comment on anticipe? Comment toi, tu as vécu ces choses-là? Ça a été le parcours un peu du galérien, entre guillemets, la préparation des concours pour moi. Donc, par effet, on va dire, je sais pas, inverse au miroir, je sais ce qu'il faut pas faire du coup. Parce que, voilà, j'ai manqué les classes préparatoires, je suis restée à la fac, j'ai préparé ça toute seule. Puis après, je me suis rattachée à des aspirants au concours qui étaient même en prépa. Enfin, bon, j'ai un peu fait ça comme je pouvais. Pour être franche. Par contre, s'il y a une chose qui me semble importante, c'est la confiance en soi, donc ça fait un peu galvauder, mais c'est ce qui va compter sur le grand oral.
beaucoup plus que les connaissances, parce que la capacité à rentrer en relation et à garder une analyse sur sa façon d'être et sur la façon d'interagir avec la personne, c'est le critère numéro 1 en management, avant même d'aborder la dimension technique. Et donc ça, c'est quelque chose que peut-être sur laquelle porter attention, parce que les épreuves orales, après, il y a de la technique évidemment, mais dans le grand oral, une des épreuves, c'est comment est-ce que j'interagis. C'est ça qui est regardé aussi. Ok, donc avoir de la confiance en soi, c'est vraiment un conseil que tu peux donner à nos auditeurs, d'être confiant à l'approche des concours, même si c'est très facile de le dire une fois qu'on a passé les concours, bien sûr, mais en tout cas, de savoir pourquoi on est là, de savoir, donc de s'être projeté, et de savoir qu'on a une certaine compétence, qu'on a quelque chose à apporter au concours. Et ajouter à cette confiance, la conscience de soi, la conscience de sa façon d'interagir, de son monde, de son environnement, parce que c'est ça qui va être aussi évalué et pris en compte. Est-ce que tu as un ou deux conseils de lecture de manière générale, des livres qui t'ont aidé à préparer ces concours ou que tu as trouvé vraiment particulièrement utiles dans ton approche d'être fonctionnaire ou de directrice d'hôpital? Non. Alors, je pense que je n'ai pas lu de livre pendant le... Enfin, non, mais... Je n'ai pas lu de livre, d'accord. Non, en fait, je n'ai pas lu, et peut-être que c'était à tort, je n'ai pas lu de livres autres que en rapport avec la préparation des concours, pendant que j'ai préparé mes concours. Par exemple, là, je lis des bouquins de philo, des romans, je peux lire autre chose, enfin, comme chacun quand on aime lire. Pendant que j'ai préparé mes concours, je n'ai pas du tout fait ça. Je lisais que la presse, etc. Et donc, moi, ce que j'ai aimé parmi ça, c'était les rapports de la Cour des comptes. Voilà. Alors, en termes de réponse, je m'attendais à tout sauf à ça. D'accord, donc c'est vrai qu'il y a un style administratif, il y a un style objectif, il y a un style de proposition, de recommandation à la suite de limites, de constats. Mais c'est costaud. C'est costaud, c'est pas forcément le livre sur sa table de chevet. Clairement. Donc je conseille quand même, je me dis à ceux qui nous écoutent et qui veulent préparer le concours, peut-être que c'est pas si mal de savoir prendre l'air, ce que j'ai pas su faire, moi en tout cas personnellement. Au grand oral, la question quel est votre dernier film, votre dernier film ou votre dernier livre, moi j'ai dû préparer une invention, parce que du coup j'avais pas de dernier film, quoi. D'autres invités avaient plutôt une démarche d'avoir continué à lire des livres. Alors, on peut réussir sans lire de livres perso à côté ou sans lire de livres structurants, mais c'est peut-être un peu plus compliqué. Toi, tu regardes avec le recul. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué. On arrive à la fin de cette émission. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter avant qu'on clôture cette discussion ? J'ajouterais que la fonction publique et tous les services publics en général ont besoin de forces vives, ont besoin de la jeunesse, de personnes qui ont de l'ambition et qui ont envie de faire bouger les lignes ou pas, en tout cas qui ont une ambition, que ce soit professionnelle, sociétale, tout ce qu'on veut, et celles et ceux qui se posent la question, je les invite à rejoindre la fonction publique. Merci Lucilla pour ce message porteur d'ambition publique et qui résonnera nécessairement chez nos auditeurs. N'hésitez pas, si vous avez aimé cet épisode, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, laisser un commentaire, activer la cloche, ou même le partager à des personnes qui pourraient être intéressées par ce contenu. Aussi, si vous avez des remarques ou des questions sur ce qui a pu être dit lors de l'entretien, j'y répondrai avec plaisir sur les réseaux sociaux ou dans un épisode complémentaire. Enfin, surtout, n'oubliez pas, votre ambition pour la fonction publique ne fait que s'enrichir, donc continuez à vous renseigner, et je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Ambition publique.